l'impression que ça rentre encore, non? Oui, il y a encore du monde qui arrive. Après, ils vont prendre en cours, hein, parce qu'on avait dit, bon, là on est à 9h05, 9h06, c'est bon. Hein. Ok. D'accord. Ok. Bon, Bruno, je commence. Hein. Allez-y, on fait rien. Ok. Bon, bonjour à tout le monde et merci d'avoir répondu à notre invitation. Ben, comme vous le savez tous, la crise sanitaire engendrée par la pandémie du Covid-19 a des conséquences économiques lourdes pour le secteur du tourisme en Guadeloupe, auxquelles chacun d'entre nous devons nous adapter. Les pouvoirs publics ont pris ces dernières semaines un certain nombre de mesures visant à soutenir les acteurs économiques durant cette crise. Alors, afin d'accompagner les acteurs touristiques, et je dirais plus particulièrement les petits acteurs du tourisme, que ce soit les restaurateurs, les excursionnistes, les propriétaires de gîtes, de villas, les propriétaires d'activités, le conseil régional, la région Guadeloupe, l'Office du tourisme intercommunal de la Riviera des îles de Guadeloupe, la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe et le comité du tourisme des îles de Guadeloupe a souhaité d'un commun accord organiser ces deux webinaires. Donc celui d'aujourd'hui, dont le thème sera comprendre et appliquer l'ordonnance numéro 2020-315 du 25 mars 2020, qui sera, la conférence sera animée par Maître Élise Fabing du cabinet Alchemist. Alors c'est un cabinet aujourd'hui qui travaille avec ADS Tourisme. ADS Tourisme, c'est la nouvelle association qui a pris la place de la Fédération des offices de tourisme et syndicats d'initiative, qui a pris la place des fédérations, des comités régionaux et comités départementaux du tourisme. Donc c'est véritablement un cabinet qui est au fait de cette information. Également, demain, nous aurons un autre webinaire dont le thème sera les dispositifs d'aide et de soutien aux opérateurs touristiques guadeloupéens dans le cadre de la crise Covid-19. Et cette conférence webinaire sera animée par Agathe Vinsno, qui est la directrice du tourisme au sein du conseil régional, et par Gladys Moutou, qui est la responsable du tourisme au sein de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Donc voilà un petit peu en préambule, et je demanderai à Sébastien de faire un petit peu plus l'historique, un petit peu pourquoi nous faisons ce webinaire. Sébastien. Bonjour à tous, donc Sébastien Lafont, je suis directeur de l'Office du tourisme intercommunal de la Riviera des îles de Guadeloupe. Effectivement, nous avons souhaité mettre en place ces webinaires, donc la version dématérialisée des séminaires, suite aux différentes interrogations que nous pouvions recevoir directement au niveau de l'Office du tourisme, et également un constat avec Thierry sur les interrogations qui remontaient au niveau du CTIG. Donc voilà pourquoi la mise en place de ces questions, parce que nous avons constaté qu'un certain nombre d'opérateurs, notamment les plus importants, étaient assez facilement au fait de par leur réseau de l'actualité juridique et de l'actualité des aides et mesures de soutien qui étaient mises en place face à la crise, mais qu'un certain nombre de tout petits opérateurs, hébergeurs, prestataires d'activité ou autres, avaient du mal à avoir l'information s'ils l'avaient à la découvrir. Il faut savoir alors, quelques éléments. On a du mal à vous entendre. Quelques éléments sur le déroulement de ce webinaire. On va vous demander de couper vos micros si vous ne prenez pas la parole. Les prises de parole, on va vous demander, si vous voulez bien, de les réserver pour la fin de la présentation de Fabien. Et cette présentation, elle a été conçue en partie sur la base des questions que les uns et les autres avaient bien voulu déposer sur le Google Form qu'on a mis en place en préalable à cette présentation. Voilà. Et nous garderons un petit moment à l'issue de la réunion pour éventuellement répondre des questions complémentaires que vous pourriez poser via le chat auquel vous avez accès via l'application que nous utilisons. Voilà, Maître Fabing, je vous cède la parole. Voilà, j'espère que tout le monde trouvera matière à répondre à ces interrogations au cours de cette présentation. Alors, bonjour à toutes et tous, et merci au CRT Guadeloupe et à Sébastien de m'avoir invité à parler avec vous de cette fameuse ordonnance qui va permettre de préserver la trésorerie
de certaines structures touristiques. Il y a beaucoup de questions à propos de cette ordonnance. Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions parce qu'il y a encore quelques trous dans les textes. Les textes ne sont pas clairs sur absolument tous les points, mais on va essayer de s'en débrouiller au mieux et de comprendre et de vous donner des informations pratiques absolument nécessaires en ce moment de grande crise sanitaire. Alors, tout d'abord, que prévoit cette ordonnance ? Alors, déjà, pour trouver le texte de l'ordonnance, c'est assez facile. Vous avez le numéro 2020-315, vous tapez dans Légifrance et vous trouverez le texte, qui n'est pas très long. Alors, donc cette ordonnance, elle prévoit quoi ? Elle prévoit la possibilité d'éviter les conséquences contractuelles classiques des circonstances exceptionnelles. Parce que normalement, quand il y a un contrat classique et qu'il y a ce qu'on appelait avant la force majeure, mais ce qui a été modifié dans le Code du tourisme en circonstances exceptionnelles, eh bien, c'était une annulation pure et simple du contrat sans aucun frais, aucun remboursement, remboursement intégral des sommes versées, c'est comme si le contrat n'avait jamais existé, peu importe si une partie avait déjà fait l'avance d'un certain nombre de frais. Donc, vous imaginez bien qu'avec le Covid-19, ça aurait eu des conséquences sur la trésorerie des acteurs du tourisme absolument démentielles. Donc là, l'ordonnance prévoit pour les prestations annulées, et j'insiste sur ce point, en raison des circonstances exceptionnelles liées au Covid-19, entre le 1er mars et le 1er septembre, la possibilité de proposer dans les 30 jours suivant l'annulation un avoir, et puis dans les 3 mois, de proposer une prestation équivalente qui va être valable 18 mois. Et si le client refuse cette prestation équivalente... Ah pardon, il y avait une voix en anglais qui me disait quelque chose, mais non. Non, c'est bon. Donc, si au bout de 18 mois, à la fin de la validité de l'offre commerciale équivalente, le client ne souhaite pas la prestation de remplacement, dans ces cas-là, il y aura remboursement intégral. Voilà. Donc, c'est un moyen de déroger au droit commun des circonstances exceptionnelles et d'éviter le remboursement pur et simple dans les 14 jours, qui est de droit commun. Alors, à quelle situation l'ordonnance s'applique-t-elle ? Donc, aux annulations pour circonstances exceptionnelles et inévitables uniquement, j'y reviendrai. Donc, je vous ai mis le Code du tourisme pour bien comprendre parce qu'il y a beaucoup de contentieux clients voyagistes sur cette partie, sur cette interprétation des circonstances exceptionnelles et inévitables. Parce qu'il y a beaucoup de touristes qui veulent annuler sans trop savoir les locations, les voyages pour juillet, août. Et c'est vrai que toute la question est de savoir si les circonstances exceptionnelles et inévitables sont réunies. Donc, c'est uniquement pour ce motif, entre le 1er mars et le 15 septembre, donc c'est rétroactif, parce que l'ordonnance est parue le 25 mars, donc pour tout ce qui est avant, ça marche aussi. Et c'est absolument tous les contrats, donc ceux des agences de voyage qui organisent des prestations effectuées par d'autres et ceux des prestataires vis-à-vis de leurs clients. Et ça exclut uniquement les contrats de transport. Donc, c'est absolument applicable aux hébergeurs. Et c'est que ce soit le client qui annule ou vous qui annuliez. Ça, c'est important aussi. Voilà, j'espère que c'est clair, mais on va y revenir avec les questions. Donc, en pratique, vous avez un certain nombre de formalités à respecter. Donc, il y a des mentions obligatoires que je vais vous donner juste après et qu'il faut impérativement écrire sur un support durable. Donc, je conseille évidemment le mail avec accusé de réception et surtout l'envoi en format PDF. Arrêtez d'envoyer des avoirs en format Word. Ça ne sera pas recevable si jamais il y avait un contentieux derrière. Donc, il faut vraiment convertir tous vos docs en format PDF. Et attention, il faut, à peine de nullité, que les mentions obligatoires soient bien écrites sur l'avoir. Sinon, ça ne fonctionne pas. Vous devrez rembourser dans un délai de 14 jours. Et attention à vos contrats aussi. En cas d'acceptation de l'offre de prestation équivalente, il est obligatoire de refaire un contrat qui va reprendre les clauses essentielles de l'ancien contrat. Donc ça, c'est très important. Les mentions obligatoires sur l'avoir, ensuite vous faites l'offre,
et ensuite l'offre commerciale, donc prestation semblable ou équivalente. Souvent, je conseille, pour ne pas vous emmêler les pinceaux dans les délais, de proposer la prestation équivalente en même temps que l'avoir. Comme ça, vous avez le délai de 18 mois qui court à ce moment-là. Mais ça dépend un petit peu comment ça vous arrange aussi au niveau de votre trésorerie. Et ensuite, si vous avez une acceptation de l'offre de prestation équivalente, refaites un contrat. Alors là, je vous ai mis les mentions obligatoires. Donc, il faut absolument mettre les références des textes. Là, je vous les ai inscrits. Hein, donc, la loi qui déclare l'état d'urgence sanitaire, le décret, l'ordonnance. Voilà. Il faut indiquer aussi que ces textes vous permettent de déroger à l'article L211-4 du Code du tourisme. Et qu'en application de ces textes, vous leur proposez un avoir d'un montant égal au paiement déjà effectué. Attention, au paiement déjà effectué, pas sur l'entière prestation, juste ce qui a déjà été payé. Voilà. Que vous leur adresserez des propositions de prestations de remplacement identiques ou équivalentes, prestations identiques ou équivalentes au contrat initial dans un délai de 3 mois, pour un prix identique sans aucune majoration tarifaire autre que celle déjà prévue pour votre réservation initiale. Que l'avoir est valable 18 mois à partir de là où des propositions de substitution qui seront proposées dans un délai de 3 mois. Et que si à l'issue du délai de 18 mois à compter de la réception des offres de substitution, aucune offre n'est acceptée ou qu'il y a un refus express donc, de la proposition avec un souhait d'obtenir un remboursement, que les sommes seront versées seront intégralement remboursées, donc au plus tard 18 mois après la réception de l'offre de substitution. Donc là, c'est pour ça que c'est à vous de voir à quel moment vous envoyez l'offre de substitution. Donc là, je vous ai fait un petit schéma récapitulatif. Donc, pour quelles prestations? Donc, c'est évidemment les forfaits touristiques, les locations d'hébergement, les locations de voitures et tous les autres services, tout autre service de voyage. Donc, tout autre service de voyage, on avait déjà un souci, c'était l'expression qui a été consacrée par la directive européenne, la dernière, avec les prestations de voyage liées. Donc, attention, tout autre service de voyage, il n'y a aucune définition textuelle, mais on peut penser que c'est une définition assez large. Donc, j'ai vu qu'il y avait la location de la plongée, de la prestation touristique de ce type. Vous avez tout intérêt à utiliser le bénéfice des dispositions de l'ordonnance. Alors, pour quelles annulations? Donc, c'est uniquement les motifs de circonstances exceptionnelles et inévitables, et entre le 1er mars 2020 et 15 septembre. Et attention pour les prestations simples réalisées par un prestataire extérieur. Donc, c'est quand ce n'est pas un forfait touristique. Donc, ce n'est pas couvert explicitement, mais on vous conseille quand même de proposer l'avoir au client. Voilà. Alors, pour les prestations de substitution, donc elle doit être identique ou équivalente. Alors, pareil, je sais qu'il y a beaucoup de voyagistes qui sont embêtés. Il n'y a pas de définition textuelle. Alors, on peut supposer que c'est la même catégorie d'hébergement, le même type de séjour. Et attention, ça c'est hyper important, le prix ne doit pas être supérieur à celui de la prestation annulée. Donc, aucune majoration tarifaire. Et donc, les caractéristiques de l'avoir à émettre, montant égal aux sommes déjà payées, à envoyer dans les 30 jours, doit préciser le montant, annoncer la proposition sous 3 mois, avec un délai de validité de 18 mois. Ça, il faut le mettre dans l'avoir. Et expliquer la possibilité d'un remboursement intégral après 18 mois. Parce qu'il y a des voyagistes qui se disent moi, je préfère pas mettre cette possibilité parce que le client va peut-être avoir envie de se faire rembourser. Vous êtes obligé de le mettre à peine de nullité. Donc, c'est très, très, très important. Et donc, il y a, j'insiste, un remboursement intégral après 18 mois si le client n'a pas accepté la proposition de prestation de substitution. Alors ensuite, j'ai voulu présenter les questions très fréquentes que je retrouve dans mes interventions. Donc, qu'est-ce qu'une prestation équivalente? Donc, pas de réponse dans le texte, mais même catégorie d'hébergement. Attention, l'ordonnance ne prévoit pas de sanction en cas d'une offre non équivalente, mais c'est une condition de validité du dispositif de l'ordonnance. Donc, si jamais, de toute façon, votre avoir n'était pas valide, le dispositif de l'ordonnance
ne pourrait pas s'appliquer et le client pourra demander le remboursement immédiat de toutes les sommes déjà versées. Alors, on demande aussi, parce que là, j'ai pas mal de voyagistes qui en profitent du coup pour nettoyer un peu leur process contractuel et mettre en place des conditions générales de vente bien carrées parce qu'ils se rendent compte qu'il est important d'être en règle. Mais on ne peut pas imposer de nouvelles conditions générales de vente, surtout si la prestation est identique et juste reportée. Évidemment, quand c'est une nouvelle prestation, il y a nécessairement quelques conditions qui changent, mais ça peut être l'occasion quand même de vous mettre en règle et par exemple d'afficher quelque chose qui est obligatoire dans les CGV, c'est le recours possible à la médiation du tourisme. Parce que ça, c'est passible d'amende et ça n'enlève rien, c'est au bénéfice de votre client. Donc, autant faire un document, proposer un document propre pour cette nouvelle prestation, parce qu'il risque d'y avoir quand même quelques contentieux. Alors, ça, c'est une question qui est très difficile. Les annulations par anticipation sont-elles valables? Alors, l'ordonnance concerne uniquement, mais vraiment uniquement, les annulations des prestations en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables liées au Covid-19. Donc, ce n'est pas applicable aux annulations de convenance. Attention, c'est-à-dire que quelqu'un qui vous dit aujourd'hui « je veux annuler mon séjour en Guadeloupe en septembre », parce que le texte de l'ordonnance, c'est les annulations qui sont notifiées entre le 1er mars et le 1er septembre. Donc, on pourrait tout à fait vous notifier une annulation aujourd'hui pour septembre. Pour moi, le dispositif ne s'applique pas et dans ce cas-là, ce sont vos conditions contractuelles qui s'appliquent, alors avec potentiellement, souvent dans vos conditions générales de vente, en cas d'annulation, vous pouvez garder, par exemple, les acomptes. Alors, je vais faire un petit tour des questions. Alors, merci d'afficher les mentions obligatoires. Bien sûr, je pourrais vous les mettre à disposition. Y a-t-il des supports accessibles sur un site? Oui, sur le site d'Office de tourisme de France, on a fait, pour ceux qui sont adhérents, on a fait un modèle d'avoir proposé. Ah oui, quid des clientèles étrangères, ça, on va y venir. Voilà. Alors, accepter ou refuser l'annulation d'un client. Là, j'ai pas mal de voyagistes qui m'interrogent et qui me disent voilà, j'en ai qui veulent annuler pour juillet, par exemple. Donc, je le répète, l'ordonnance s'applique uniquement aux annulations pour circonstances exceptionnelles et inévitables. Et elles sont appréciées au jour du départ et pas au moment de l'annulation. Et il est aujourd'hui impossible de savoir si les séjours de l'été pourront avoir lieu ou pas. On n'en sait rien. Alors là, hier, il y a une annonce avec un déconfinement progressif au 11 mai. Donc, on peut supposer qu'après un certain délai, les prestations vont pouvoir être réalisées. Mais attention, c'est une appréciation au jour du départ et pas au jour de l'annulation. Vous êtes tout à fait en droit de temporiser auprès de vos clients et de leur dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas que pour l'instant, la prestation est maintenue et qu'on ne sait pas quel sera le cas au moment du départ. Et que donc les annulations à ce jour se font avec des frais, mais que si jamais ils veulent maintenir, ils seront informés de la possibilité ou non d'effectuer le séjour dès que cela vous sera possible. Voilà. Donc, attention, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de touristes qui ont très peur, et c'est une peur légitime que je retrouve dans beaucoup de dossiers actuellement, touristes qui disent « mais si vous faites faillite, comment vous allez me rembourser dans 18 mois si jamais il y a une annulation ?» et qui souhaitent donc un remboursement immédiat pour circonstances exceptionnelles, donc qui vont essayer de trouver tous les arguments pour. Donc, il y a déjà pas mal d'avocats, de voyagistes qui sont sur le pont et des associations de consommateurs. Donc, ils vont essayer de dire que ça ne marche pas pour les prestations sèches, qu'ils vont essayer de chercher des poux dans vos conditions générales de vente en disant notamment qu'il n'est pas fait mention de la possibilité de recours à la médiation, donc ça annule un certain nombre de choses. Il faut vraiment, vraiment essayer de temporiser et de ne pas annuler trop en avance. Parce que même si vous annuliez vous en avance, là, étant donné que
l'appréciation des conditions exceptionnelles sera faite au moment du début de la prestation. Vous pourriez aussi être en faute et devoir payer des indemnités aux voyageurs parce que vous auriez annulé pour autre chose que pour des circonstances exceptionnelles inévitables. Alors je sais, c'est un petit peu compliqué et il faut essayer d'être ingénieux et très très prudent sur vos communications écrites avec les clients. Et il faut vraiment prendre vos précautions au maximum et proposer des avoirs au maximum en rassurant vos clients. Et c'est vrai que vous allez avoir un boulot commercial derrière pour leur faire accepter des prestations identiques ou équivalentes par la suite. Donc, c'est le casse-tête de beaucoup d'agents de voyage. Il y a aussi la question de comment traiter les interruptions de prestations. Alors, je ne sais pas si ça a pu concerner certains d'entre vous, mais il y en a beaucoup qui étaient alors j'ai pas mal de stations de ski, donc qui étaient en vacances au ski au moment du confinement, qui sont restés 5 jours et qui ensuite, à l'annonce du confinement, sont rentrés chez eux. Peut-être que ça s'est passé en Guadeloupe avant la coupure des vols, mais le fait est que dès que le client a tiré profit du contrat et a pu exécuter le séjour partiellement, le client va être remboursé au bénéfice d'un avoir, au prorata du bénéfice qu'il a retiré de l'exécution possible. Donc, si vous aviez une résa sur 20 jours et qu'il est resté 5 jours, et ben, il doit payer les 5 jours. Voilà. Donc, ça, c'est très important. L'ordonnance s'applique-t-elle entre professionnels ? Alors, ça, c'est aussi une question compliquée. C'est pas prévu par le texte, c'est pas exclu, mais c'est pas inclus. Mais rien ne l'empêche. Et surtout, ça perdrait complètement de sens si ça ne s'appliquait pas entre professionnels, parce qu'entre professionnels, vous auriez du coup une annulation du contrat entre pros pour force majeure, et donc un professionnel qui, vis-à-vis du client final, émettrait un avoir et aurait 18 mois pour proposer une prestation équivalente ou rembourser, enfin pas pour proposer la prestation équivalente, mais pour rembourser, et le professionnel qui verrait son contrat annulé en raison de la force majeure dans un cadre contractuel classique, donc il serait obligé de rembourser automatiquement dans les 14 jours à compter de l'annulation de sa prestation. Donc en fait, si l'ordonnance ne s'applique pas entre professionnels, le dispositif n'a pas tellement de sens. Mais vous allez avoir un certain nombre de partenaires commerciaux, je le vois là actuellement beaucoup, qui vont dire que l'ordonnance ne s'applique pas à eux. S'ils le voient comme ça, dans ces cas-là, c'est la force majeure qui s'applique pour les contrats entre professionnels et ça leur est moins favorable en réalité. Donc, c'est un peu curieux, mais il faut répondre assez fermement à ces partenaires. Quelle loi applicable au contrat international? Parce que j'ai vu la question sur la conversation de la réunion, donc quid des clientèles étrangères? Donc, quand il y a un contrat international, donc c'est la loi qui s'applique, normalement, elle est mentionnée au contrat. Et à défaut de choix, c'est la loi du prestataire qui s'applique. Donc, c'est celui qui effectue la prestation contre laquelle lui est versée une somme d'argent. Donc, c'est la loi française si la prestation a lieu en Guadeloupe. Et dans tous les cas, l'ordonnance, selon moi, constituerait une loi de police, c'est-à-dire une loi internationale qui serait d'ordre public pour l'État qui l'édicte, donc pour toutes les prestations réalisées en Guadeloupe. Cette loi, selon moi, serait supérieure en raison de son caractère d'ordre public aux lois internationales. Et donc, quand c'est une prestation, parce que c'est souvent le cas quand il y a des contrats internationaux avec un prestataire étranger, si le prestataire refuse l'avoir, donc toujours pareil, loi de force majeure, remboursement intégral dans un délai de 14 jours. Voilà pour les questions les plus fréquentes. Alors, quid des loueurs non professionnels? Alors, loueur non professionnel, ça dépend ce qu'on entend. Mais si c'est un loueur qui n'a pas de numéro SIRET, eh bien, c'est un loueur qui n'est pas éligible à l'application de cette ordonnance. Voilà. Et il est important quand même de
le dire. Alors, vous pouvez essayer peut-être dans vos rapports avec vos clients, mais quand on n'a pas déclaré son activité commerciale, on est quand même en faute, hein, parce que la loi impose que quand on fait de la location de meublés touristiques, on soit immatriculé. Et ce ne serait pas le moment d'avoir des sanctions administratives en raison d'un exercice illégal de la profession de loueur de meublés touristiques. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que c'est un peu compliqué, on est peut-être allé un petit peu vite. Oh, Bruno, on peut peut-être libérer les micros, c'est collectif ou individuel? Bon, déjà, merci. Vous m'entendez là? Oui, 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 je vous entends très bien. D'accord, donc bon, j'avais une question j'avais un petit peu répondu, c'était par rapport justement à cette clientèle étrangère, parce que dans les îles de Guadeloupe, on reçoit effectivement des étrangers. Et ma question, bon, vous avez répondu, mais je n'ai pas très bien compris. Est-ce que la loi qui va s'appliquer, ce sera la loi française, ou est-ce que ce sera la loi du pays d'où vient le touriste étranger? Alors, ça dépend du contrat à la base. Normalement, dans le contrat, quand il y a un contrat international, on choisit de se soumettre à une loi. Voilà. Donc, le premier truc à faire quand vous avez un contrat avec une clientèle étrangère, c'est de regarder le contrat qui a été signé et de voir à quelle loi est soumise le contrat. Quand il n'y a rien de mentionné, c'est la loi de l'endroit où est réalisée la prestation qui s'applique. Donc, si la prestation est réalisée en Guadeloupe, c'est la loi française. Voilà. Et quand c'est la loi française, eh bien, dans ces cas-là, l'ordonnance s'applique. Et je dirais même que si ça n'était pas la loi française, on pourrait argumenter sur le fait que l'ordonnance et la loi d'état d'urgence sanitaire serait une loi d'ordre public, une loi de police qui, en droit international, s'impose à toute autre norme. Mais le premier truc à faire, c'est de regarder dans votre contrat ce qui est prévu sur la loi applicable. D'accord, merci. On peut faire circuler la... Bruno, est-ce qu'il y a des... Oui, allez-y. Oui, bonjour. Manuel Ruff, Prestige Villa Rental. Je suis en agence immobilière. Donc, ma question était de savoir également si cette ordonnance, c'était juste pour confirmer, parce qu'en effet, vous avez parlé de location d'hébergement, là où je suis spécialisé. Est-ce qu'en effet, cette ordonnance va bien également pour les agences immobilières? À partir du moment où vous faites de la location touristique, de meublés touristiques, oui. D'accord, ok, c'est parfait. Et du coup, ma deuxième question, c'était de savoir qui est enfin voilà, j'ai un propriétaire en fait pour lequel en fait j'avais déjà versé l'acompte reçu par le client et ce dernier en fait ne souhaite pas le rembourser. Est-ce que il est en droit ou est-ce que il a l'obligation de me rembourser cet acompte pour que je puisse moi le rembourser à la cliente? Alors, ça dépend. Alors, déjà, ça dépend de pour quand était la prestation. Si toute la question, c'est de savoir si c'est une annulation pour circonstances exceptionnelles et inévitables. C'est une annulation pour circonstances, oui, tout à fait. C'est lié au Covid. Voilà. Eh bien, dans ces cas-là, soit il vous fait un avoir pour 18 mois, soit il vous rembourse dans les 14 jours pour circonstances exceptionnelles. Soit c'est le droit commun, soit c'est l'ordonnance. Et vous, ensuite, vous allez devoir faire un avoir aussi. C'est ça, c'est ça. Ce qui se complique, il vend la villa prochainement. Donc, en fait, il ne pourra pas voilà. Donc, en effet, il a la réservation, entre guillemets. Et on est obligé de lui demander l'acompte, on est bien d'accord? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Alors après, le texte n'est pas clair sur le fait que ça va s'appliquer entre deux professionnels. Vous voyez, c'est surtout un texte qui est fait pour régir les rapports entre les professionnels et les touristes. Mais ça n'a aucun sens si ce n'est pas appliqué entre professionnels, parce que sinon, c'est le droit commun des contrats, et donc cet hébergeur doit vous rembourser dans les 14 jours, et c'est à vous de proposer un avoir, et ensuite une prestation équivalente. Donc peut-être une
villa s'il la vend, une villa qui correspondrait aux critères des clients. Tout à fait. Ok, ça marche. Merci beaucoup. De rien. Thierry, c'est Fred Julia, Office du tourisme du Nord-Bastère. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Oui, bonjour madame, bonjour à tout le monde. Ma question, elle porterait sur que vous puissiez revenir sur comment traiter les interruptions de prestations. Bien sûr. Bien sûr. Alors, on revient dessus parce qu'il y a des petits textes du Code civil qui peuvent peut-être vous intéresser. Hop. Alors, moi, je vous conseillerais de noter ces deux petits textes du Code civil pour ensuite dire au client que, étant donné qu'il a tiré profit du contrat et a pu exécuter le séjour partiellement, eh bien, il est remboursé ou il bénéficie de l'avoir au prorata du bénéfice qu'il a retiré de l'exécution possible. Alors, sur mes cas de station de ski, là, en fait, ce sont principalement des gens qui sont partis sans payer, qui avaient payé un acompte et qui avaient oublié de payer le solde malencontreusement. Et donc, on leur a fait des mises en demeure de rembourser. De rembourser ce qu'ils devaient en motivant bien avec ces articles du Code civil. Voilà, parce que ça a dû vous arriver aussi pas mal en Guadeloupe avec la suppression de certains vols. Les gens ont voulu peut-être rentrer se confiner chez eux, quelle drôle d'idée, plutôt que de rester en Guadeloupe. Tout à fait, oui. Oui. Alors justement, tout à l'heure, vous avez dit que si quelqu'un était venu pour un séjour de 20 jours et qu'il restait que 5 jours, que la différence des 10 jours lui était remboursée. Oui, alors, la question que je me pose, c'est qu'effectivement, rester 5 jours en Guadeloupe, mais sur ces 5 jours, la personne avait passé quand même 3 jours à aller à l'aéroport pour essayer de trouver un billet d'avion pour repartir. Alors, est-ce que ces 3 jours seront pris en considération ou bien voilà, ce sont les 5 jours? Non. Après, vous avez, elle a bénéficié de la prestation. Bon, alors après, c'est plutôt une question commerciale. C'est une question commerciale. Comment vous allez gérer vos relations commerciales? Parce que tout est possible. Mais si c'est de la location, si c'est un forfait touristique et qu'il n'y a pas pu y avoir les excursions, la plongée, etc., eh bien, dans ces cas-là, oui, ça s'arbitre. Ça se discute parce qu'il y a eu des prestations en moins, etc. Mais si c'est de l'hébergement pur, si la personne est restée 5 jours sur les 20, eh bien, elle doit payer 5 jours sur 20. Voilà, elle paye un quart de la prestation. D'accord. Okay. C'était bien une question sur de l'hébergement pur. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Bon, alors c'est ça. On a une question d'agence de voyage sur le chat. D'accord. Dans le cas d'une agence de voyage, j'ai pu comprendre que l'on pouvait proposer une autre destination. Pouvez-vous préciser? Alors oui, tout à fait. On peut proposer une autre destination. C'est possible, mais ça doit être une prestation équivalente. Donc, alors je sais que le souci de beaucoup d'agences de voyage, c'est que pas mal de séjours qui sont prévus et dont le prix dépend des vols de l'aérien, et on n'a pas forcément les mêmes tarifs 18 mois après. C'est hyper difficile, je sais, pour mes clients agents, de garantir un prix sur 18 mois et de proposer une prestation équivalente. Mais vous pouvez totalement jouer sur la destination. Et vous pouvez proposer une autre destination. Il faut que ce soit cohérent. Hein. Si la personne voulait aller en Guadeloupe, vous n'allez peut-être pas lui proposer, je ne sais pas moi, l'Albanie ou les Pays-Baltes. Mais en tout cas, c'est possible. Et de toute façon, si la personne ne souhaite pas bénéficier de cette prestation équivalente, eh bien, elle sera remboursée dans 18 mois. Mais après, encore une fois, pendant ce délai-là, vous êtes tenu de faire une offre avec un prix équivalent, etc., etc. Mais une fois que vous l'avez faite, rien n'empêche la relation commerciale. Vous pouvez aussi essayer de trouver un arrangement sur la base d'un nouveau contrat. Une fois que vous avez rempli vos obligations légales et que vous avez l'argent en trésor pendant les 18 mois, c'est à vous aussi de faire jouer
le commercial et de trouver comment satisfaire le client avec une nouvelle prestation. Et si dans le cadre, après une négociation commerciale, c'est complètement autre chose qui est proposé, ben, ce n'est pas grave à partir du moment où il y a déjà eu l'avoir, l'offre, et qu'il y a une acceptation écrite du client et un nouveau contrat pour cette nouvelle prestation. Est-ce que c'est clair, cette réponse? C'est Bernard Niel. Ah, c'est Bernard. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, la question était la question était surtout pour bien faire comprendre à nos amis partenaires qu'il était important de pouvoir faire cette proposition le plus vite possible et en respectant les conditions, parce qu'une agence de voyage peut se dire, puisque je ne peux pas proposer une prestation équivalente au même prix sur la Guadeloupe, je peux éventuellement la proposer sur une autre destination. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et là, j'ai pas mal d'agences. J'ai à peu près 200 prestataires touristiques au quotidien à suivre. J'ai pas mal d'agences qui changent de destination parce qu'effectivement, ils ont des difficultés. Ça leur donne une grosse force commerciale et une force de négociation très importante sur les prestataires touristiques. Donc voilà, donc à nous d'être proactifs et flexibles pour y arriver. Exactement, vous avez raison. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Unknown participant is now joining. Il y a quelqu'un qui rejoint le groupe. Non. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que ça peut être intéressant de revenir sur les... Ah pardon, une question, excusez-moi. Il y a quelqu'un, oui, bonjour. Radio Tropicale à l'appareil. Je voudrais poser une question au niveau des OTA comme Booking, Expedia, qui pour la plupart ont annulé de façon automatique la plupart de nos réservations du mois d'avril en prétextant le cas de force majeure, sans que nous ayons pu faire grand-chose. Est-ce qu'on peut revenir sur ces réservations en faisant appliquer l'ordonnance? Alors, oui, bien sûr, sur avril, vous pouvez faire valoir l'ordonnance et donc l'avoir. Mais après, sur la possibilité, enfin, forcément, sur avril, il y a annulation. Hein, les forces majeures, la force majeure et enfin, toutes les conditions sont réunies pour les circonstances exceptionnelles et imprévisibles. Donc, sur avril, il n'y a pas de sujet sur l'annulation. Par contre, sur l'application de l'ordonnance, bien sûr, il faut se battre pour avoir des avoirs. Oui, sachant que pour la plupart des réservations, en fait, on n'a pas eu d'acomptes qui ont été encaissés. On a simplement des conditions d'annulation qui spécifient que si l'annulation survient au-delà d'une certaine date, il faudra payer telle somme. Mais en l'occurrence, en fait, on ne les avait pas déjà encaissées, ces sommes. Oui, alors là c'est un vrai sujet parce que quand il n'y a pas d'encaissement, le texte ne prévoit pas d'avoir. Hein. C'est bien ce dont j'avais peur, en fait. Oui. Non, mais ça, faut faire attention dans vos conditions générales de vente. Enfin, après, je sais qu'avec Booking et Expedia, vous êtes pressés comme des citrons et contraints à leurs conditions qui sont assez vaches et dérogatoires du droit commun. Donc, c'est compliqué, mais dans la mesure du possible, c'est vrai qu'il faut absolument imposer vos conditions générales de vente avec des avoirs. J'aurais une deuxième petite question concernant les interruptions de séjour. Si nos contrats de base prévoient que tout séjour commencé est dû, est-ce qu'on peut faire jouer ça pour ne pas rembourser les clients? Non, parce que vous êtes dans un cas de circonstances exceptionnelles et inévitables. Pas toujours, uniquement pour ces cas de circonstances exceptionnelles et inévitables, pas pour des annulations de convenance. Mais j'imagine que sur les prestations commencées, vous me parlez bien de prestations commencées après le 1er mars. Donc dans ces cas-là, la force majeure, enfin les circonstances exceptionnelles et inévitables sont réunies et vous ne pouvez pas faire jouer vos conditions générales de vente. En fait, cette ordonnance, elle vient surpasser vos conditions générales de vente. Elle s'y substitue. Vous avez une question de madame, monsieur... Oui. Oui, nous avons une question de monsieur, madame Gallard sur le chat. Aucune majoration tarifaire.
le client ne peut pas venir en avril, il veut reporter son séjour en décembre, janvier, où les tarifs sont de plus 20%. Pouvez-vous préciser? Oui, non. Alors, le texte, il préconise une prestation équivalente, mais alors vous n'êtes pas obligé de proposer décembre-janvier. Hein, vous pouvez, sur l'offre de substitution, vous pouvez proposer dans 18 mois, enfin dans un an en avril, hein, pour éviter cette majoration tarifaire. Et sauf accord contraire entre vous et le client, où vous pourrez imposer 20%, mais par voie contractuelle et par la voie d'accord. Là, c'est possible, mais ça doit être commercial. Mais en tout cas, vous devez avoir fait une première offre de substitution à un prix équivalent. Vous ne pouvez pas proposer dans l'offre qui est légalement prévue par l'ordonnance, une majoration tarifaire, ce n'est pas possible. Ça serait nul. Est-ce qu'on peut dans l'avoir, dire qu'il est valable qu'à une certaine période, notamment la période de... Voilà, la période de la... Non, il faut écrire dans l'avoir que l'avoir est valable dans les 18 mois à compter de la proposition de prestation de substitution. Donc, concrètement, dans ce cas-là, la personne bénéficie d'un avoir du montant donné. Si elle peut poser de la... Je vous entends plus, là, ça grésille. Sébastien, on ne t'entend pas. Pardon. Vous m'entendez mieux, là? Oui, là, c'est bon, là. Donc, concrètement, dans ce cas-là, si donc l'hébergeur va proposer un avoir du montant équivalent aux sommes avancées au client, si le client veut bénéficier de son avoir en en janvier ou en décembre, il devra payer la différence de tarif. S'il est d'accord, oui, bien sûr. Mais vous n'êtes pas tenu de lui faire la même prestation à un autre moment de l'année qui vous coûte à vous 20% de plus. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Mais si le client est OK, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Il faut juste que vous ayez fait correctement pour pas qu'il y ait de contestation, parce que je vois les contentieux arriver. Faites bien votre avoir avec toutes les mentions légales, votre offre de substitution à un prix identique, et ensuite, c'est au client de vous écrire. Je souhaite bénéficier de mon avoir dans le cadre d'une prestation autre avec une majoration de 20%, est-ce possible, etc. Il faut que ce soit vraiment une demande du client, que ce soit matérialisé par un contrat pour pas que vous ayez de problème. D'accord. Y a-t-il d'autres... Pardon Thierry. Vas-y. On parle beaucoup d'hébergement. Un rappel quand même, vous l'avez cité au début de la présentation, ces dispositions s'appliquent à toute prestation touristique. C'est ça. Donc, excursion, activité de loisirs, ça ne se limite pas à l'hébergement. Tout à fait, tout à fait. C'est toute prestation touristique. Donc, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Vraiment, c'est possible. Alors, je vois une autre... Effectivement, c'est toute la chaîne touristique. Dès qu'ils sont éligibles, il faut qu'ils soient bien entendu déclarés en tant qu'activité commerciale. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Évidemment. Alors, ensuite, par contre, dans le texte, et dans aucun texte, on a la définition de ce qui est une activité touristique. Donc, par exemple, là, j'ai une difficulté dans un dossier. Est-ce qu'un cinéma est une activité touristique? Voilà. On ne sait pas. Mais après, on peut supposer, par exemple, qu'en Guadeloupe, un club de plongée est une activité touristique. Alors, je vois que j'ai d'autres questions. Alors, l'avoir est valable 18 mois, comme la prestation équivalente. Alors, l'avoir, il y a les mentions légales et en fait, il y a un remboursement au bout de 18 mois à compter de la proposition de substitution. Donc, et vous avez 3 mois entre... Alors, vous avez l'annulation. Ensuite, vous avez un délai de 30 jours pour émettre l'avoir. Et ensuite, vous avez 3 mois pour émettre la proposition de substitution. Et c'est à partir de là que court le délai de 18 mois. Voilà. Mais ça, vous pouvez vous référer à mon schéma. Donc, ça, c'est clair. La relation entre OTA avec le propriétaire est-elle considérée comme B2B? Bah oui, mais c'est-à-dire vous voulez savoir si l'ordonnance est valable entre l'OTA et le propriétaire?
Dominique, tu peux apporter une précision à ta demande? Bon, je pense qu'il va écrire. En tout cas, oui, l'ordonnance, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est que il n'y a rien qui est précisé dans le texte sur l'application de l'ordonnance entre deux opérateurs, mais l'OTA, dans le cadre de son activité de commercialisation, est agent de voyage, et évidemment, il a une relation de professionnel du tourisme et contractuel avec le propriétaire hébergeur. Voilà. Et donc, l'ordonnance a vocation à s'appliquer, sinon ça n'a pas de sens. Et l'hébergeur doit rembourser l'OTA et l'OTA fait un avoir s'il le souhaite. Après, attention, le dispositif des 18 mois, c'est quelque chose de l'avoir, c'est quelque chose qui vous est favorable, mais si ça ne vous arrange pas, j'ai des agences que ça n'arrange pas parce qu'elles ont du mal à garantir des tarifs sur 18 mois sur certaines destinations. Donc, elles préfèrent parfois rembourser plutôt que d'avoir un avoir parce qu'elles ont des partenaires qui ne sont pas forcément très cohérents, elles n'ont pas envie d'avoir des contentieux avec eux. Donc, c'est une faculté de ces 18 mois d'avoir. Vous pouvez aussi rembourser intégralement, mais vous devez rembourser intégralement et sans garder le moindre sou d'acompte. Voilà. Alors, j'ai fait une proposition avec les nouveaux tarifs, mais il me dit que sa réservation est faite par Abritel et que ce dernier lui dit que je suis tenue de faire le même prix. Oui, vous êtes tenu de faire le même prix sur la prestation équivalente. Oui, ça c'est vrai. Vous êtes tenu de faire le même prix. Après, c'est dans une démarche commerciale que vous pouvez éventuellement proposer d'utiliser l'avoir, mais après avoir fait une proposition de substitution à tarif équivalent, vous pouvez ensuite commercialement voir comment vous arranger avec le client. Ensuite, oui, si elle a été vendue par une agence de voyage. Une petite question. Oui, bien sûr. Ludovic, Paradis Tropical à nouveau. J'ai des réservations au mois de mai, au mois de juin, de juillet, d'août, jusqu'en septembre, mais nos conditions générales à la base prévoient que l'annulation est gratuite si elle survient au-delà de 30 jours avant l'arrivée. Si là, quand il sera 30 jours avant l'arrivée d'un client qui n'a pas encore annulé sa réservation au mois de mai, par exemple, ou au mois de juin, je n'ai pas le droit de débiter l'acompte. Vous m'avez entendu ? Alors non, vous avez dit que dans vos CGV, donc, il y avait une annulation gratuite, parce que ça a coupé un moment. Il y avait une annulation gratuite s'il annulait avant 30 jours, avant le début de la prestation, c'est ça? C'est ça. Et si la prestation commence, par exemple, je ne sais pas, le 30 mai, par exemple, sachant que le président de la République a annoncé qu'on aurait encore plusieurs mois d'inactivité, est-ce qu'on a le droit de prendre les acomptes maintenant et de proposer des avoirs après pour renflouer notre trésorerie? Bien sûr, vous pouvez. D'accord. Parce que moi, je pensais que c'était sur les acomptes déjà réglés et pas les acomptes… Ah oui, non, pardon, c'est sur les acomptes déjà réglés. Je pensais que les acomptes étaient déjà réglés. Non. S'il n'y a pas eu d'acompte, vous ne pouvez pas exiger les acomptes. D'accord. Donc, OK. C'est uniquement sur les sommes qui ont déjà été versées. D'accord. Donc, en fait, toutes les annulations qui vont se produire à partir de maintenant seront sans frais. Eh bien, si vous n'avez… Ben oui, si c'est vos conditions générales de vente et si vous n'avez pas d'acompte, oui. D'accord. En général, on n'encaisse pas des acomptes plusieurs mois à l'avance. On le fait quand les conditions générales le permettent. Mais vous avez déjà les chèques, comment ça se passe? Non, on a juste un numéro de carte bancaire la plupart du temps. Ah oui, non, là, vous ne pouvez pas. D'accord. OK. Bon, dommage. Il faut refaire vos conditions générales de vente. Hein. OK. Bonjour. Il y a d'autres questions. Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'aurais Mejdi Farah, expert comptable. En fait, j'ai quelques clients qui sont dans le secteur de l'hôtellerie et ma question est la suivante. Dans le cas où il y a déjà des clients qui ont annulé à ce jour, en fait, via des mails le plus souvent, des clients directs,
pour une période donc postérieure au 11 mai. Donc, si j'ai bien compris, elle n'est pas valable en fait, hein, parce qu'ils ne peuvent pas invoquer effectivement la crise actuelle. Mais alors, supposons que ces gens ont fait leur annulation aujourd'hui. Donc, on applique les conditions générales de vente, en fait, hein, qui est que c'est pas légitime. Maintenant, imaginons que ce soit une réservation pour le mois d'août, mais maintenant, compte tenu de cette ordonnance, imaginons que la même personne, le même client, va l'invoquer, on va dire, un petit peu plus tard, dans le cadre de la crise. Alors, qu'est-ce qui va l'emporter? Est-ce que ce sera la première annulation donc, qui va se faire dans les conditions générales de vente, ou est-ce que la nouvelle annulation viendra se substituer à la précédente? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire exactement. Alors, pas trop. Je crois que j'ai compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on ne connaît pas les conséquences exactes. On sait que c'est jusqu'au 11 mai, mais on ne connaît pas la suite encore aujourd'hui. Non, c'est ça. Voilà. Supposons que, pour des raisons diverses, effectivement, on ne puisse pas voyager, on va dire, au mois de juin, que cette personne ne puisse pas se rendre en Guadeloupe au mois de juin, mais qu'elle a déjà annulé aujourd'hui. Elle a déjà annulé aujourd'hui et qu'on lui a répondu, non, c'est pas valable. Est-ce qu'elle pourra l'invoquer dans un mois, par exemple, en disant, regardez, maintenant, je ne peux pas voyager, donc du coup, il faut m'appliquer l'ordonnance? Alors ça, c'est une vraie question à laquelle on n'a pas de réponse parfaite, parce qu'en théorie, c'est au jour de... Enfin, on doit voir si les circonstances exceptionnelles et inévitables, ça marche au jour de l'exécution de la prestation. Mais si la personne a déjà accepté d'annuler avec frais avant, il y a une acceptation des conditions générales de vente, parce que sinon, en fait, je pense que l'intérêt des deux parties, c'est de temporiser, de dire, attendez, on va voir ce qu'il en est en juin, pour l'instant, c'est maintenu. D'accord, parce que beaucoup, c'est parce qu'ils ont versé des acomptes. Il y a des gros acomptes déjà de perçus. Et donc, du coup, pour l'instant, les acomptes sont effectivement préservés par le prestataire. Voilà. Donc, en disant, non, vous ne pouvez pas annuler, les conditions générales de vente, c'est comme ça, comme ça. Donc, éventuellement, par la suite, il pourra quand même, le client, pouvoir se prévaloir de l'ordonnance éventuellement. Oui, bien sûr. Se prévaloir de l'ordonnance, et donc vous aurez 18 mois pour lui rembourser ce que vous avez déjà en avoir. D'accord, ok. Voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup. Mais mon conseil pour ces situations-là, c'est quand même de temporiser, de dire à ce jour, on ne sait pas, donc les CGV s'appliquent, et puis d'écrire, mais observons la situation comme c'est prévu dans le texte au jour de la prestation. D'accord. Mais alors, je me permets de développer un peu plus, mais aujourd'hui, c'est quand même pas très clair, effectivement, au niveau des conditions de voyage qui vont se passer après. Bon, on entend dire qu'il y a des gens qui pourront sortir, d'autres qui pourront pas. Les frontières, est-ce qu'elles seront totalement ouvertes ou pas? Quid aussi de la Guadeloupe? Qu'est-ce qui va se passer en Guadeloupe aussi? Est-ce qu'on va pouvoir recevoir les gens aussi facilement que par le passé, en tout cas dans les premiers mois? Et donc, du coup, est-ce qu'on a des précisions un petit peu? Parce que c'est à la fois précis et vague, ce sont les circonstances, effectivement. Mais est-ce qu'on en sait un peu plus? Non, on ne sait pas plus. Le texte, par exemple, la seule, parce qu'en fait, c'est très inédit, donc on n'a pas de recul jurisprudentiel vraiment. On a juste le chikungunya, et on sait que l'épidémie du chikungunya n'avait pas été jugée comme une circonstance de force majeure. Parce qu'elle était prévisible. Mais là, aujourd'hui, avec le confinement, pour moi, on est complètement dans un cas de circonstances exceptionnelles et inévitables. Et si le confinement devait se poursuivre, et s'il y avait, si le gouvernement disait pas d'ouverture des vols, pas de vacances en Guadeloupe ou je ne sais quoi par décret, pour moi, les circonstances exceptionnelles et inévitables toutes les conditions seraient réunies pour l'application de cette ordonnance. Et en cas d'annulation des congés payés par l'employeur du client, par exemple, parce que c'est prévu aussi, ça, l'employeur peut modifier les congés de la personne, et donc il peut dire, mon employeur refuse. Est-ce que dans ce cas-là, ça rentrerait aussi dedans, selon vous? En général, non, ça n'est pas un cas de force majeure, parce qu'il y a quand même des moyens, mais encore une fois, aujourd'hui, en droit social, il y a énormément
énormément de modifications et l'employeur peut imposer la prise de congés payés, peut déplacer des congés payés en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables. Donc, si l'employeur supprimait des congés en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, à mon sens, l'ordonnance aurait vocation à s'appliquer. Puisque la cause originelle, ce serait les circonstances exceptionnelles et inévitables. D'accord, même de manière indirecte, en fait, ok. Bah oui, puisque... Okay. Moi, je prendre au sens large, oui. Après, de toute façon, l'argumentation, elle va être à la faveur du client et on pourra argumenter dans les deux sens. Pour nous, c'est intellectuellement très stimulant, mais c'est une insécurité juridique incroyable. Hein. Oui, tout à fait. Ok, bah, merci en tout cas de vous mouiller et de nous apporter ces précisions. Merci beaucoup. De rien. Oui, est-ce qu'on m'entend là? Oui, je vous entends. Oui, bonjour, Yves Brossard, Premier Hôtel Guadeloupe. J'ai plusieurs questions, maître. Quelles sont les obligations des agents de voyage et des tours opérateurs vis-à-vis des prestataires au regard du critère d'identité de l'offre faite au client? Dans quelle mesure peut-on imposer au tour opérateur ou à l'agent de voyage qu'il applique le critère d'identité de voyage prévu par l'ordonnance, hormis la date, donc le critère d'identité de destination et d'identité d'hébergement? Je dis bien d'identité d'hébergement, c'est-à-dire pas un hébergement similaire, donc de même catégorie. Et enfin, je termine, maître. Ma dernière question, l'AGV, l'agent de voyage et le tour opérateur sont-ils solidaires en droit au regard du respect de l'identité de l'offre faite au client? Alors déjà, il n'y a pas d'obligation d'identité de l'offre. Hein. L'offre, elle doit être équivalente. Donc, vous n'avez pas une... Oui, mais ce n'est pas pareil du tout. Pardon, maître, mais l'ordonnance dit une offre identique ou équivalente. Équivalente, bien sûr. Donc, c'est le « ou » qui est important. On peut considérer qu'au premier degré, l'offre doit être identique. Alors, pour moi, l'offre, elle doit être identique ou équivalente. Donc, si c'est possible, identique, mais sinon équivalente. Donc, pour moi, c'est l'équivalence qui prévaut. Hein. Et si vous voulez, étant donné que les textes ne lient pas expressément les tours opérateurs et les prestataires avec les agences de voyage, on a un gros sujet parce qu'il y a pas mal de tours opérateurs qui disent « Attention, l'ordonnance ne s'applique pas au contrat entre professionnels ». Oui, et moi, ce texte n'est pas imposé. Et vous disiez le contraire tout à l'heure. Eh bien, moi, je pense que le texte s'applique entre les agents de voyage, entre les professionnels, enfin, en tout cas, rien ne l'empêche, et que si jamais il ne devait pas se voir appliquer, dans ces cas-là, ce serait la force majeure qui s'appliquerait entre les agences de voyage et leur tour opérateur, puisque on est dans un cas de force majeure contractuelle, nécessairement, puisque l'ordonnance prévoit une urgence sanitaire, etc. Et donc, pour moi, dans ces cas-là, ce seraient des conditions beaucoup plus difficiles pour le tour opérateur qui s'appliquerait, soit le remboursement immédiat de tout ce qui a été perçu. Oui, mais maître, alors, je repose ma question différemment sous l'angle commercial. Il est évident que pour nous, cette ordonnance, elle a pour vocation de protéger les intérêts économiques des agents de voyage. Bien sûr. Mais elle nous a intégrés, c'est-à-dire qu'elle a intégré les hébergeurs et l'ensemble des prestataires en fait, des industries touristiques, à l'exception des transporteurs, mais sans leur accorder aucun avantage économique similaire à ceux qui sont accordés aux agents de voyage. Et donc, je tire comme conclusion que la volonté quand même supérieure du législateur, c'est de protéger l'industrie touristique française. Et donc, pourquoi est-ce que ce dispositif ne protégerait pas également l'intérêt des destinations, et particulièrement des destinations outre-mer qui vont déjà être pénalisées par la réduction de l'offre aérienne? Pardon, vous m'entendez toujours? Oui, oui, je vous entends. Et donc la question que je me pose, c'est
réellement, hein, sur le plan pratique, et là, je sors du champ de l'ordonnance à l'état pur et de l'analyse de l'ordonnance à l'état pur, je me dis que l'esprit du législateur est bien celui de protéger les intérêts économiques de ses ressortissants et donc de notre destination. Et donc, c'est important de savoir si nous avons, oui ou non, sur la base de cette ordonnance, et donc sur la base de ce critère d'identité de prestations à offrir, si nous avons donc le moyen d'encourager fortement les agents de voyage ou les tours opérateurs à choisir la même destination et à choisir le même hébergeur et à choisir le même loueur de voiture et, si possible, la même compagnie aérienne, même si elles sont exclues de l'ordonnance. J'aimerais vous dire oui. J'aimerais beaucoup vous dire oui. Et effectivement, je suis d'accord avec votre analyse sur la volonté du législateur, sauf qu'il n'y a rien dans les textes qui le prévoit. Le seul moyen de faire pression sur votre agence de voyage, si vous avez touché un avoir de sa part, c'est de le retenir pendant 18 mois et de demander l'application de l'ordonnance entre elle et vous. Oui, maître, mais vous savez qu'en fait, en matière de tourisme international, l'agent de voyage n'est pas notre interlocuteur direct. L'interlocuteur direct, c'est le tour opérateur. Oui, mais c'est pareil avec le tour opérateur. C'est pareil avec le tour opérateur. Mais le tour opérateur lui-même, il est dans une situation délicate parce que, si vous voulez, l'ordonnance, elle prévoit la possibilité pour l'agent de voyage de faire une offre. D'accord, mais elle prévoit, enfin le droit commun prévoit aussi la possibilité pour l'agent de voyage de rembourser purement et simplement le client. Tout à fait. Donc, imaginons qu'un client arrive dans une agence et le client dit bah, « écoutez, je souhaite être remboursé ». L'agent de voyage, il peut être tenté, par exemple, de lui rembourser son voyage à destination de la Guadeloupe et de lui dire bah, « je vous propose en alternative de me racheter un voyage en Autriche ». Et donc, l'ensemble des réservations que nous avons, y compris jusqu'au mois de décembre, il faut bien comprendre que la question des circonstances exceptionnelles, elle est délicate parce qu'elle a provoqué un afflux d'annulations, y compris en dehors de la période entre guillemets suspecte, c'est-à-dire suspecte de confinement possible. Bien sûr. Donc les clients annulent jusqu'en décembre en prétextant de cette situation de crise sanitaire, sauf que la crise sanitaire, elle est inconnue. Et donc, il faut bien que l'on freine ce mouvement et jusqu'à preuve du contraire, le droit commun ne nous autorise pas, enfin ne nous permet pas de freiner ce mouvement. En revanche, cette ordonnance est comment dirais-je, une première étape peut-être pour faire prendre en compte par le législateur le fait que la protection des agences de voyage était nécessaire et il fallait le faire, mais qu'il faut aller au-delà et qu'il faut protéger également les intérêts des prestataires qui font partie de la même chaîne. Ah, mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous et je sais qu'il y a des lobbies importants et que ça travaille tous les jours, qu'on fait des propositions au gouvernement de façon presque quotidienne pour tous les acteurs du voyage, et c'est important de vous fédérer et de demander une clarification des textes, parce que c'est vrai qu'en l'état, à part vous prévaloir de l'ordonnance et ne pas rembourser durant 18 mois le tour opérateur des acomptes déjà perçus, vous n'avez aucun moyen de pression, bien sûr, c'est que du commercial. Et moi, j'ai déjà des agences actuellement qui proposent d'autres destinations moins chères sur d'autres périodes. Parce que sur 18 mois, elles ne peuvent pas garantir le prix des vols, par exemple, en Guadeloupe. Je crains que nous allions au-devant de très nombreux contentieux judiciaires. Ah ben ça, c'est sûr. Ça commence déjà. Ça commence déjà. On est au stade des précontentieux, mais le fait est que le texte est pas clair du tout.
Le texte n'est pas clair du tout et il n'est pas du tout pratique. Il ne correspond pas à la réalité de vos métiers. Parce qu'effectivement, cette histoire d'offre équivalente sur 18 mois, c'est hyper compliqué. Hyper compliqué. C'est ça. Alors, merci Yves. Alors, ma question, c'est que concernant les compagnies aériennes, on dit bien que ça ne fait pas partie de l'ordonnance. Mais justement, qui va payer ce coût supplémentaire? Parce que si on voyage, en général, on sait que les prix des billets aériens augmentent quand même un petit peu. Qui va payer ce coût supplémentaire? Est-ce que c'est l'agent de voyage, le tour opérateur, ou est-ce que ce sera le client qui va payer ce coût supplémentaire du billet de l'aérien? C'est pour ça qu'il y a prestation équivalente, parce que en théorie, le touriste, il doit, pour le même prix, avoir une prestation équivalente. Et c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai pas mal d'agences qui font plusieurs propositions d'offres équivalentes à plusieurs périodes, et c'est des destinations différentes. Parce qu'ils peuvent pas garantir, par exemple, que pour la Guadeloupe, les billets pour la fin de l'année sont très chers. C'est ce qu'on voyait là avec les 20%. Il y a des agences qui commercialisent la Guadeloupe qui, du coup, vont proposer la Guadeloupe en avril, d'après, mais pour décembre, qui vont proposer autre chose, l'Autriche, par exemple, au même prix. Mais c'est très compliqué. Et comme on n'a pas de définition de l'équivalence de la prestation, ça sera l'appréciation du juge, et on n'a pas de recul jurisprudentiel parce que il n'y a pas encore eu de procès et que c'est une situation très inédite. Vous avez une question sur le chat, un cas concret sur les cas d'annulation, de question d'Indigo. Oui. Admettons que le confinement soit levé le 11 mai. Un client qui avait réservé en juin me dit qu'il annule car vu que ce qui s'est passé en mars, avril et mai, il n'a plus trop les moyens de voyager. Ou encore, il est commerçant et peut donc enfin rouvrir. Dans ce cas, si j'ai bien compris, l'ordonnance ne s'applique pas. Tout à fait. L'ordonnance ne s'applique pas. Ce sont vos conditions générales de vente qui s'appliquent. Là, on n'est pas au-devant de circonstances exceptionnelles et inévitables liées au Covid. Voilà. Parfait. Il y a d'autres questions par écrit ou en verbal. Je rappelle que le webinaire sera accessible en replay sur le site, je suppose, je passe sous couverture de Thierry, sur le site du CTIG et sur le site de la Riviera du Levant. Et je suppose, Maître, vous pouvez nous mettre à disposition vos supports pour qu'on puisse… Bien sûr. J'ai vu qu'il y avait 2 coquilles, je vais les corriger. Et je vous le mets bien sûr à disposition. Je vous l'envoie, Sébastien. Oui, ok, on partagera sur les 2 sites, comme ça, ça sera accessible. Bien sûr. Aucun problème. En tout cas, Maître, merci beaucoup pour votre éclairage. Je pense que ça a répondu à beaucoup de questions que nos professionnels se posaient. J'espère. Merci à tous. Merci encore d'avoir participé. Je vois qu'on a eu à peu près de 70 participants. C'est ça, ouais, 64, 70, c'est ça, oui. Oui, donc Sébastien, si tu as quelque chose à dire pour clôturer. Vous rappeler qu'il y a un deuxième webinaire demain matin à 9h sur les dispositifs de soutien à l'économie, que ce soit ce qui est mis en place par le gouvernement ou la région, l'accompagnement qui peut être fait par la CCIG. Donc c'est à 9h par les mêmes procédés techniques. Et puis je vais voir à récupérer des modèles de courrier. Oui. D'avoir qu'on a sur le site de la Alors justement, je voulais qu'on en parle, on va en parler après Sébastien avec Gladys et Agathe pour voir si on ne peut pas faire quelque chose d'identique pour tout le monde, quoi. Oui. Et après, moi, j'aimerais vous souhaiter à vous tous, prestataires touristiques de Guadeloupe, beaucoup de courage pour cette période. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vraiment. On est sur le pont avec vous et puis j'espère que les choses vont s'éclaircir et s'arranger pour tout le monde. Et j'espère que le prochain séminaire, je le ferai en présentiel avec des billets d'avion pas trop chers et dans un bel hôtel. Voilà. J'ai hâte de venir visiter la Guadeloupe. Voilà. Bien, messieurs, dames, alors,
on dit pas la Guadeloupe, on dit les îles de Guadeloupe. Hein. Les îles de Guadeloupe. Pardon. Maître. Voilà. Pardon. Voilà, les voilà, îles voilà, de Guadeloupe. Voilà. Et je Mesdames, plonge messieurs, aussi. Donc, merci encore. Oui, allez-y. non, je disais que je plonge aussi, donc j'ai hâte de venir. Dès que c'est réouvert, dès la fin du confinement, j'espère que les gens reviendront et voyageront. Voilà. C'est un des atouts de la situation, c'est que la nature se régénère, donc il y aura de belles choses à voir sous l'eau. Super. Bien, mesdames et messieurs, on souhaite vous avoir apporté un maximum de réponses à vos interrogations sur cette ordonnance. Nous vous remercions pour votre participation, puis on vous donne rendez-vous demain matin à partir de 9h pour le deuxième webinaire. Merci, Maître, pour tout. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Au revoir. Multiple people are now exiting. Pico is now exiting. Malo Is now exiting.